Retour en studio pour cette deuxième partie de votre émission Que dit la presse de ce jeudi. Et pour le numéro de ce jour, nous avons trois confrères en studio. Firmin Asogba. Firmin, bonjour. Kazmi, ok, bonjour à tous ceux-là qui nous écoutent. Vous êtes de Radio Ozana avec vous, Crévis Sotou. Crévis, le rédacteur en chef de Radio Bénin Culture. Crévis Sotou, bonjour. Kazmi, ok, bonjour à nos chers internautes. Et le troisième confrère en studio avec nous, c'est Enoch Honsinou. Enoch Honsinou, bonjour. Kazmi, bonjour, chers amis de Crystal News et chers confrères. Alors, pour ce jour, nous allons commencer par le nouvel ambassadeur du Bénin, Gildas, qui a été reçu par les autorités nigériennes ce mardi. Firmin Asogba, pensez-vous que cette action menée par les autorités nigériennes vient confirmer que la crise entre le Bénin et le Niger est déjà conjuguée au passé? Vous avez compris. Posant cette question, vous avez déjà certainement aussi la réponse à donner à la question. Je dirais tout simplement que les haches de guerre, les disputes, les malcompréhensions entre les deux pays frères sont désormais conjuguées au passé. Sinon, comment est-ce que le Niger oublie désormais les problèmes d'hier, les coups de bec, et puis entend désormais envoyer ou recevoir les deux diplomates de chaque côté. Donc c'est une issue de solution pour les deux pays, et c'est bien de le savoir que aujourd'hui ces deux pays ont compris qu'il faut collaborer, qu'il faut désormais travailler ensemble, qu'il faut laisser plutôt les querelles et se comprendre pour faire évoluer les deux pays. Parce que quelque part, le Bénin tire son intérêt auprès du peuple nigérien, et pareil également pour le Niger qui tire également profit du Bénin. Donc, on ne peut que dire félicitations à ces deux pays. Crévis Sotou. Mais écoutez, je ne sais pas s'il faut polémiquer autour de cette nouvelle, parce que moi je vous l'ai dit dans plusieurs de nos émissions ici que c'est parce que la diplomatie entre les deux pays n'est pas vraiment au beau fixe que les choses se passaient de cette manière. Et donc on ne peut rien faire on ne peut pas parler des coopérations bilatérales entre deux nations si la diplomatie est malade. Et je le disais, c'est un problème, je dirais, économique dès le départ, qui s'est transformé à un problème politique par la suite, un problème diplomatique. Et pour pouvoir donc trouver des solutions à ce problème, à cette crise, on ne peut que prendre par la diplomatie. Et la diplomatie, c'est quoi? Il faut donc se parler. Se parler, le dialogue, c'est très important. Même chez vous à la maison, avec vos parents, votre femme ou vos enfants, s'il n'y a pas le dialogue, s'il y a une absence de dialogue, les choses ne vont pas bien. Et donc, je crois que les autorités entre les deux pays ont compris suffisamment aujourd'hui et savent que ça ne sert à rien, et je le dis et je le répète, de trimballer donc les deux pays, les deux peuples dans ce gouffre qui parfois ne nous avantage pas. Et ça, j'aurais quand même voulu que l'Afrique réfléchisse autrement, les pays africains réfléchissent autrement, les filles et fils de l'Afrique réfléchissent autrement, pour que forcément la manière dont les choses se passent en Occident, ça ne soit pas de la même manière que nous aussi nous pouvons et donc et faire les choses ici. L'Occident, moi je le dis toujours, les pays qui se disent donc des pays plus puissants au monde sont suffisamment rassasiés. Ce qu'il faut faire, c'est d'alimenter donc les polémiques pour montrer que voilà, tel pays est plus puissant que tel autre pays. Mais en Afrique, est-ce que nous avons déjà ce niveau? Non. Il y a suffisamment de problèmes en Afrique et personne, je dis bien personne aujourd'hui ne peut donc à lui seul trouver donc de solutions adéquates à ces problèmes. Le Nigeria est un pays puissant en Afrique. L'Afrique du Sud est un pays puissant en Afrique. Et quand on va vouloir même parler de pays émergents en Afrique, on parle beaucoup plus de l'Afrique du Sud. Mais regardez tous les problèmes qui secouent donc l'Afrique du Sud. Est-ce que l'Afrique du Sud, je dirais à elle seule, pourrait s'en sortir? Non. Donc on ne peut que aller dans l'union générale pour faire sortir donc nos pays africains, nos peuples de cette situation parfois difficile. Donc les crises, sincèrement pour moi, n'ont pas leur place pour le moment. Et donc, pour pouvoir revenir à la normale des choses, on ne peut que dialoguer. L'oralité, c'était quoi en Afrique? C'est une force, c'est une puissance. Et donc, c'est déjà heureux
je crois bien que dans les prochains jours, on aura donc également l'ambassadeur du Niger accrédité donc au Bénin pour que nous puissions vraiment évoluer et passer à autre chose. On en a besoin. Crévis Soto, puisque vous parlez des pays occidentaux, pensez-vous que ce sont ces pays-là qui sont à la base de ces problèmes, du problème que le Bénin a avec son pays voisin, le Niger? Non, écoutez, moi, je suis fatigué d'accuser telle ou telle personne. Moi, je nous accuse nous-mêmes. Nous avons quelle mentalité? Nous avons été, c'est vrai, à l'école des pays occidentaux, mais on réfléchit. Même si on est dépourvu des autres facultés, je crois que nous avons quand même la conscience en place. Nous avons encore la raison en place. Nous avons l'intelligence en place. Donc, il faut réfléchir. Il faut réfléchir de telle sorte que même si telle ou telle personne veut vous induire en erreur, veut vous conduire dans un gouffre ou dans une situation qui peut-être ne vous avantage pas trop, il faut dire non. Donc, quand est-ce que nous allons cesser de dire c'est tel pays occidental qui derrière telle chose? Non. Si ça continue comme ça, mais c'est parce que on n'a pas voulu ou on ne travaille pas assez pour quitter donc sous l'emprise occidentale. Et donc pour moi je vais plutôt demander à nos dirigeants, que ça soit telle puissance occidentale ou telle puissance occidentale, qu'on réfléchisse, qu'on trouve une solution entre nous d'abord, qu'on puisse comprendre que personne ne viendra donc faire nous notre bonheur à notre place. Ça jamais. Ces pays occidentaux qui courent derrière, ces puissances occidentales qui courent derrière nous, c'est parce que d'abord ils savent et elles savent que nous avons donc quelque chose dont tel ou tel ont besoin. C'est ça au fait le problème. Et donc moi je ne vois pas quelle puissance viendra aujourd'hui au Niger pour faire le bonheur du peuple nigérien. Je ne pense pas. C'est d'abord, vous voyez, c'est dont on parle ou prêt dont on parle, tout ça là. Moi, je ne sais pas si véritablement un peuple va se lever et dire je fais don de 13 milliards par exemple à tel pays sans envisager forcément, sans avoir d'intérêt derrière, sans avoir autre chose derrière, autre idée derrière. Je ne pense pas. Mais les dont on parle, mais c'est sur des accords. C'est sur des accords où on sait très bien que voilà, on vous donne telle chose, mais en retour, on doit prendre telle chose. C'est ça. Et quand est-ce que l'Afrique va continuer? 64 ans, 65 ans après, quand est-ce que l'Afrique va continuer par faire des choses de cette manière et se développer? Et donc, moi, je crois que à nous, il nous revient donc de réfléchir autrement, de penser autrement, de changer les choses. Même si quelqu'un vous demande de faire ci, de faire ça, je vais vous donner ci, je vais vous donner ça. Non, je crois qu'aujourd'hui, même les États-Unis ont besoin donc du Niger qui était donc un pays ou qui fait partie des pays les plus pauvres au monde. Sinon, je ne pense pas qu'une base américaine serait en temps donc installée au Niger. C'est parce que forcément il y a quelque chose qui intéresse. Si ce n'est pas le pétrole nigérien, c'est certainement donc l'uranium. Et donc moi je crois qu'aujourd'hui les dirigeants africains doivent sincèrement se faire respecter. Se faire respecter pour moi, c'est que qu'on soit de la peau blanche ou noire ou rouge, il faut prendre sa responsabilité en main. Il faut vraiment réfléchir à penser d'abord à l'avenir de soi, à l'avenir de son peuple, à l'avenir de sa progéniture. Parce que quand nous parlons de l'avenir du peuple, ce n'est pas forcément ceux qui vivent actuellement. Non, mais c'est ceux qui vont venir. Moi, je ne sais pas. C'est la génération future. Et je ne sais pas comment nous travaillons pour garantir donc un avenir certain à cette donc génération-là. Et si après 60 ans, après 65 ans, après 64 ans pour certains pays, les choses continuent de cette manière, je parie très bien que le jour où les ressources ne vont plus exister en Afrique, est-ce que nous aurons encore cette puissance-là derrière nous? Et donc, si nous nommé début juin 2024, le nouvel ambassadeur du Bénin, Gildas Akonkan, a été finalement reçu par les autorités nigériennes. Voilà, enfin, Gildas Akonkan rentre en fonction parce qu'il est nommé depuis juin 2023. Et c'est finalement le 7 août qu'il a pu s'installer au Niger. C'est une bonne nouvelle d'abord pour le Bénin et enfin pour l'honorable Gildas Akonkan. Mais il faut dire que c'est le fruit de cette démarche de ces deux anciens présidents que nous constatons depuis, parce que à l'issue des rencontres entre les deux anciens présidents et
les autorités nigériennes, on a constaté que, bon, même si la frontière n'est pas encore ouverte, qu'il y a des démarches et que certainement bientôt, ce que nous espérons, que les frontières seront réouvertes. Mais ce que j'ai entendu de Gildas Agonkan qui dit que, bon, son installation date d'avant les négociations des deux anciens présidents, mais il faut qu'ils comprennent que c'est parce que ces deux anciens présidents se sont mis dans la bataille que aujourd'hui il y a tout au moins le Niger a commencé par baisser son fusil d'épaule et puis on a commencé à nouveau par échanger, par se comprendre. Donc il faudrait pas que en voulant éteindre le feu que Gildas Agonkan rallume encore le feu. Non, Ça se verse encore. Voilà, donc il faut bien analyser ses propos avant de les dire. Voilà ce que je pense de Agonkan. Justement, Fimia Sogba, Enoch parlait des raisons ou des préalables qui ont conduit Gildas à aller rencontrer les autorités nigériennes. Et quand on lit sur le site d'information du quotidien Le Matinal, il est dit « Les discussions par rapport à mon installation datent de bien avant la démarche des anciens présidents Yahi et Soglo. Nous les avons eues pendant que j'étais encore en position au ministère des Affaires étrangères avec le ministre Olusegun Bakari et il a tout le temps eu des contacts directs avec le ministre des Affaires étrangères nigériens. Pour que cela se fasse, il faut saluer cette hauteur d'esprit des présidents Tiani et Talon et de tous ceux qui ont travaillé inlassablement pour que véritablement nous puissions poser des pas. À entendre le nouvel ambassadeur Gildas Agonkan, la démarche des anciens présidents n'a joué aucun rôle dans cette affaire. C'est son affaire à lui et à lui seul. Parce que quelque part, vous lirez dans la Bible que l'humilité précède la gloire. Justement. Alors, si depuis 2023, il devait entrer en fonction et installer au Niger, que cela ne s'est pas fait, aujourd'hui, bon, après cette crise qui a secoué les deux pays d'une manière ou d'une autre, il tient ce discours. Je pense que ce n'est pas un bon discours. Toutefois, cela peut ne pas être parce que les deux anciens présidents étaient au Niger. Mais tenir de tels propos en tant que leader et ambassadeur, je pense qu'il lui reste encore à apprendre les bonnes manières afin d'avoir de très bons discours pour plaire aux uns et aux autres. Parce que lorsque des gens ont souffert et se sont déplacés, se sont choisis délibérément, on ne leur a pas confié la mission. Ils se sont levés. C'est pour le bien-être de la nation. C'est pour le bien-être de la relation qui existe entre les deux pays. Donc, par conséquent, moi, j'attendrais un autre discours carrément pour relancer les relations qui existent entre les deux pays afin qu'on puisse mieux collaborer et qu'on assiste encore à d'autres projets qui vont lier le Bénin au Niger ou le Niger au Bénin, tout simplement. Donc, dire que, bon, c'est vrai, même si Yahi Boni et Nicéphore Dieudonné Soglo ne sont pas allés pour demander qu'on réinstalle l'ambassadeur, tout ça là, quelque part, nos relations ont pris un coup. Et cette médiation, cette rencontre qui a permis aux anciens présidents d'échanger, a facilité les choses. Et c'est ce qui a fait que, juste après leur départ, on a constaté également l'arrivée d'une délégation des autorités nigériennes ici au Bénin. Et juste après les échanges avec le président Patrice Talon et autres, la délégation est allée rendre compte. Et puis, on a commencé par assister à des actions venant du Niger. Le Bénin n'a même pas communiqué autour de cette rencontre. C'est le Niger qui l'a fait. Donc, on peut déjà comprendre que juste après la toute première action des anciens présidents, les choses ont changé et on a commencé par assister à de nouvelles ères. Mais qu'on dise que que ce n'est pas l'effort fourni par les anciens présidents, je pense que ce discours n'a pas normalement sa place. En tant qu'ambassadeur, il faut qu'il revoie ses discours. Crévis Soto, vous parliez tantôt de problèmes des relations diplomatiques entre le Bénin et le Niger, alors que Gildas Agonkan estime que c'est le ministre des Affaires étrangères, le ministre béninois, qui a joué pleinement son rôle pour que les relations, sinon pour qu'il soit reçu par le ministre des Affaires étrangères nigérien. Vous savez,
Une fois encore, je crois que tu es à l'école parfois des blancs je veux être poli, mais j'y arrive pas. Mais le problème, c'est que quand vous voyez parfois les choses en Occident, vous constatez que quand on ne sait quoi dire, on se tait. On se tait devant les caméras et micros. Ici, en Afrique, ce n'est pas uniquement le Bénin, tout ça là. Nous avons donc ce problème. On veut tout parler. On veut toujours dire merci à celui qui vous a nommé, puisque celui qui parle, l'autorité qui parle là, mais sa première donc autorité, sa hiérarchie, c'est le ministre des Affaires étrangères. Ça veut dire que ce sont des remerciements. Donc, il faut être reconnaissant à votre patron d'abord, et ainsi de suite. Cette mentalité que nous avons, parfois, nous amène donc à mal choisir les mots qu'ils font. Moi, j'estime que ce n'est pas forcément ce qu'il veut dire, que ce sont ces mots qui l'ont trompé, ou que ce sont donc son langage qui l'a trompé. Certainement, ça peut arriver. Moi, j'estime ça. J'estime ça parce que, vous voyez, soit il veut contextualiser les choses. Il y avait un travail qui se faisait, et il y a eu, je dirais donc, un court temps qui, en temps, ne l'a pas permis donc de s'installer avant l'arrivée certainement des autorités béninoises là-bas. Je vais parler des anciens présidents du Bénin au Niger, c'est tellement ça. Donc, il cherche à situer donc le contexte. Bon, est-ce que l'heure aujourd'hui est à ce bilan de dire oui, c'est telle personne qui a fait ci, c'est telle personne qui a fait ça? Non. Je crois que normalement, en tant qu'un diplomate, on devait donc laisser quand même ce suspense-là, peut-être permettre donner des sujets aux professionnels des médias. Après donc la fin de la crise, on aurait peut-être allé chercher qui a fait quoi, qui a fait ci ou qui a fait ça. Donc, mais si c'est que on veut s'attribuer forcément ce rôle, on veut s'attribuer. Donc non, nous on s'en fout de qui a fait ci, qui a fait ça. Ce que nous on veut, le peuple béninois veut, le peuple nigérien veut, c'est que on retourne vraiment à la normale des choses pour que les Béninois puissent aller facilement au Niger, pour que les Nigériens aussi puissent venir facilement au Bénin, pour que nous puissions vraiment avoir certaines facilités aujourd'hui, parce que le bas peuple souffre énormément et on n'en a pas besoin. Et donc, moi, je vais plutôt inviter les uns les autres à ne pas forcément donc tenir des discours qui vont encore, comme on le dit chez nous, raviver donc les flammes. Non, on n'en a pas besoin. Et je vais dire également aux uns aux autres que de ne pas forcément regarder le discours de telle ou de telle personne. Nous, on s'en fout de la tête de telle ou telle personne. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on ne les a pas envoyés quelque part. On ne les a pas envoyés pour nous représenter pour rien. On veut quand même, on a besoin, on a des exigences, on a besoin qu'ils nous produisent donc un résultat. Et donc, moi, parce que vous voyez, quand on voit le président nigérien Tiani sort pour dire après, parce qu'il y a tellement de contradictions dans cette crise que on ne sait plus qui dit la vérité. On sait que dans cette crise, le Bénin avait donc demandé officiellement à ce que les autorités nigériennes viennent au Bénin pour qu'ensemble on puisse faire donc des patrouilles, voir si effectivement il y avait eu des bases militaires françaises installées au Bénin. Vu donc quand même une autorité officielle du Niger sortie accuser clairement le Bénin donc de former des djihadistes en complicité avec donc les Français, la France donc pour déstabiliser le Niger, etc., etc. Ces accusations qui, quand vous écoutez le discours de Tiani, par exemple, le président Tiani, par exemple, qui est sorti de son mutisme et a parlé, il a essayé de recadrer les choses. Il a dit ce n'est pas ce que on a cru ou ce que on comprend de la chose. Ce n'est pas que il y a des bases militaires françaises au Bénin comme ça, mobiles comme ça, que non, que c'est bon. Vous voyez, ça montre déjà que comme certaines autorités béninoises le disaient, qu'il n'y a pas de bases militaires permanentes. Voilà, bon, comme au Bénin. Donc ça veut dire qu'il est en train de contredire en quelque sorte son ministre, ce qui avait été dit, ce que son ministre avait dit. Donc, et ça veut dire, pour moi encore, il est en train de contredire ce que le président Burkinabé Traoré est en train de dire. Donc, il y a trop de choses. C'est pourquoi je vous dis que sincèrement, c'est parfois bizarre, honteux, y réfléchir ce qui se passe souvent en Afrique, et je me demande, est-ce que parfois les Occidentaux ne s'en moquent pas? Et donc, ça leur permet aussi de trouver d'autres stratégies pour davantage diviser. Donc, moi, je vais vraiment, sincèrement, inviter aux autorités. Parfois, quand vous voulez tenir donc des discours, il faut savoir choisir les mots. Sinon, c'est ça, hein, la parole, comme mon père le disait, hein, la parole, quand ça tombe, ce n'est pas comme une farine qui se renverse où vous allez peut-être ramasser, sauver une partie. C'est difficile. Même la farine dans le sable, c'est difficile. Au moins, la tête, vous pouvez quand même en prendre quelque chose. Bon, ça dépend aussi de comment se faire renverser par tête. Alors, Enoch, l'ambassadeur béninois qui n'a pas encore présenté ses lettres de créance au président, au général Tiani, mais qui a présenté les copies figurées de cette lettre, à qui on demande la suite de son agenda. Il dit qu'il est optimiste
pour la suite et il pense que il n'y a plus de problème. Il compte sur lui-même en quelque sorte quand il répond en disant je prends déjà certains contacts des autorités nigériennes ici et je pense que à travers des appels et des négociations avec l'agenda du président Tiani, je vais présenter mes lettres de créance. Vous savez, Gildas Akonkan est déjà au Niger. La suite lui incombe de prendre les attaches afin de poursuivre déjà les actions que mènent déjà les deux pays. Si Tiani ne l'a pas encore reçu, peut-être c'est compte tenu de son agenda. Nous le voyons ici au Bénin, quand Patrice Talon doit recevoir les lettres de créance des ambassadeurs, il le fait en lot. Donc c'est certainement compte tenu de l'agenda de Tiani, ou peut-être Tiani est en train d'observer et attend de voir ce que ça va donner. C'est au nouvel ambassadeur Gildas Akonkan de prouver maintenant qu'il est capable de négocier, de mettre les pas dans les pas de Bakary, du ministre des Affaires étrangères, de Patrice Talon, voilà. Parce que le ministre de l'autre côté aussi s'appelle Bakary. Absolument. De mettre les pas dans les pas de Patrice Talon, de Nicéphore Soglo, de Boni Yahi, pour montrer que bon, il est là, il est dans le pays, il est sur le terrain, pour pouvoir négocier maintenant et pour qu'on sache qu'on sente vraiment qu'aujourd'hui il y a un ambassadeur du côté du Niger qui poursuit les négociations afin que bon, nous poussions tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est d'arrêter cette guerre qui franchement a trop duré. Le Niger, le Bénin, le Burkina, je pense que nous sommes vraiment fatigués de cela. Il faut que ça s'arrête. Je pense que cette mission aujourd'hui de Gildas Akonkan doit passer par là. Firmin Assogba, le premier constat de Gildas Akonkan au Niger quand il s'est rendu à la chancellerie du Bénin au Niger, c'est le fait que cette chancellerie soit réhabilitée puisque c'est délaissé depuis un moment. Bon, c'est un constat qu'il a fait. Donc, il doit savoir que quelque part, le Niger, le Bénin, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs et nous devons plutôt collaborer. Si la réhabilitation de la chancellerie et autres a été faite par le peuple nigérien, cela voudrait dire que en retour, le Bénin également doit cela au Niger. Donc par conséquent, c'est que ce sont des bonnes nouvelles pour les deux nations, le Bénin et le Niger. Nous devons beaucoup plus collaborer, nous devons beaucoup plus chercher à faire évoluer les deux nations au lieu de les diviser. Et c'est pourquoi tout à l'heure, moi je n'étais pas du tout d'accord de son discours, parce que lorsque vous traversez une crise, il faut savoir parler pour ne pas blesser, pour ne pas toucher ou remuer le couteau à nouveau dans la plaie. Lorsqu'on parle de crise, vous sortez de la crise, c'est que vous êtes à l'étape de réconciliation. Donc, par conséquent, il faut que chacun puisse jouer sa partition et oublier ce qui nous avait divisé entre-temps. Donc, en mettant les autres en confiance. Justement. Donc, aujourd'hui, si le Niger a accepté lâcher cette guéguerre, lâcher le problème qui existait, je pense que c'est également pareil du côté du Bénin. Donc, nous devons beaucoup plus chercher à évoluer et non à nous diviser les intérêts ou chercher nos propres intérêts et puis par la suite que chacun fasse ce qu'il veut. Non, mais plutôt c'est une mission à lui confiée par le Bénin près le Niger. Et par conséquent, c'est le même cas du côté du Niger, de l'ambassadeur du Niger près le Bénin, qui aussi a une mission vis-à-vis du Niger près le Bénin. Donc, c'est deux nations différentes qui doivent pouvoir collaborer et accepter les différentes réalités que vivent chacune de ces nations et chercher l'intérêt de chaque peuple. Donc, nous allons juste demander à notre cher ambassadeur de se mettre dans la danse, de travailler, d'aider le ministère des Affaires étrangères dans sa mission, parce que c'est une partie de cette mission qu'on lui a confiée et il doit nouer les relations pour que les relations qui existaient entre le Bénin et le Niger puissent prendre véritablement place et vie. Et c'est ce que nous attendons de lui et non juste aller pour la forme. Crévis Soto, puisque Firmin Assogba parlait tantôt du retour de l'ambassadeur du Niger au Bénin, ça a également fait le débat entre
le ministre des Affaires étrangères nigérien avec Jidas Agonkan, et Jidas Agonkan répondait au micro de nos confrères de BIP Radio que absolument le ministre des Affaires étrangères nigérien a clairement exprimé sa position par rapport au retour de leur ambassadeur sur le Niamey. Mais pour lui, pour Jidas Agonkan, bien sûr, c'est parce que l'ambassadeur du Bénin avait déjà fait 5 ans ou 6 ans sans qu'une autre personne ne soit désignée. C'est la raison pour laquelle le Niger n'a pas son ambassadeur au Bénin. Je ne sais pas en quoi ça apporte donc un de plus dans le développement de nos pays ou le bien-être de nos populations. À qui la faute s'il n'y avait pas donc d'ambassade du Bénin au Niger? Je ne sais pas. Ça veut dire que là, quelque part les autorités n'ont pas suffisamment travaillé, et c'est ce que nous demandons. Parfois il y a des urgences, il y a l'utilité qu'on laisse de côté pour s'attarder donc sur ce qui ne nous avantage pas. Depuis 5 ans, qui est le premier chef du corps diplomatique? C'est le président de la République. Et vous savez, en termes de diplomatie, on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire voilà, nous allons donc envoyer avoir une ambassade dans tel pays ou dans tel pays. Mais tout au moins le Niger, quand même, c'est un pays frère. On sait la mobilité entre donc le peuple du Niger et du Bénin. Et donc normalement, c'est des pays qui normalement pour moi devraient donc avoir, je dirais, plus qu'une ambassade donc au pays. Donc il faudrait que désormais les relations soient normalisées. Et je l'ai dit, pour que les relations soient normalisées, il faudrait qu'il y ait vraiment le dialogue. Et pour qu'il y ait le dialogue, ce rôle revient donc à la diplomatie. Je ne comprends pas pendant 5 ans comment le Bénin est arrivé, parce que la crise entre le Bénin et le Niger, ça n'a pas encore 5 ans. Non, donc, justement, c'est pendant cette crise-là que l'ambassadeur du Niger a quitté Cotonou. Voilà. Je disais tantôt que l'ambassadeur du Niger près le Bénin a déjà fait 5 ans. Ah, d'accord. Et donc pour ne pas être reconduit, c'est ce que Jidas évoquait d'accord, comme raison. D'accord. Donc bon, vous voyez, je crois que dans le corps diplomatique, quand on veut saluer, on veut souhaiter les vœux les plus meilleurs au président de la République, souvent je crois que il y avait une diplomate du Niger qui était donc la doyenne et avait joué son rôle en tant c'est elle qui s'est présentée au président de la République pour donc livrer son message au nom du corps diplomatique accrédité au Bénin. Et qu'est-ce qui s'est passé en temps? Est-ce que les deux autorités en temps là, je veux parler de Patrice Talon, Bazoum, si je ne me trompe pas, Bazoum donc ont eu en temps un coup de temps pour ne pas vraiment accélérer les choses, je ne sais pas. Mais tout compte fait, moi je suis déjà heureux de savoir que le Niger, les deux pays ont donc trouvé raison. Le Niger a accepté finalement que notre ambassadeur soit donc au Niger, et je crois que dans les jours à venir, ça ne va même pas tarder. Le Bénin aussi va accepter donc le nouvel ambassadeur donc du Niger près le Bénin. Et il faudrait que ça soit vite pour que, parce que ce sont les deux poumons qui vont donc instaurer ou installer donc je dirais le cadre idéal pour les discussions, parce que vous voyez c'est aussi difficile que Patrice Talon et Tiani par exemple se parlent si la diplomatie est malade, parce que Patrice Talon ne peut pas se lever du jour au lendemain pour aller au Niger si la diplomatie béninoise et la diplomatie nigérienne entre les deux en bonne collaboration, parce que qui doit normalement préparer le terrain? Ce sont les deux. Donc c'est important. Donc je crois que nous tendons donc vers ne serait-ce que le dégel, la décrispation de cette crise. Par conséquent, nous ne pouvons que les encourager ces autorités à mettre de côté leurs égos, à savoir désormais que une seule personne ne peut à elle seule avaler donc une noix de coco, même si vous avez donc entre griffes toutes mes excuses pour le thème, donc un anus large. Ça ne peut pas se passer. Et là, il faut se parler. Et aujourd'hui, Patrice Talon et Tiani ont besoin de se parler. C'est pourquoi ils ont compris qu'il faut donc permettre à ce que les deux ambassades puissent vraiment entrer en fonction et jouer pleinement leur rôle. Enoch, sinon, n'est-ce pas le bonheur, comme certains médias l'affirment, pour
pour les citoyens béninois vivant au Niger de ce que Gildas Agonkan, le nouvel ambassadeur, soit installé au Niger? Non, nous l'avons dit tantôt en début de cette émission, c'est une bonne nouvelle et pour les Béninois vivant au Niger et tout. Donc tu vois, comme je le disais, c'est une bonne nouvelle pour les deux pays déjà. Donc le travail revient à Gildas Agonkan. Il doit nous prouver aujourd'hui que la confiance que le chef de l'État a mis en lui, le chef de l'État n'a pas tort d'avoir cette confiance en lui. Donc il doit mettre son manteau de diplomate, être en même temps au service des Béninois vivant au Niger, mais également lier de bonnes relations entre le Bénin et le Niger. Donc je pense que c'est déjà bien qu'on ait un représentant, un diplomate, un ambassadeur au Niger. C'est une bonne suite pour le Bénin et nous n'en pouvons qu'être fiers. Firmin Assogba, les premiers mots de Gildas Agonkan ne vous rassurent-ils pas ou ne rassurent pas les Béninois qu'il va montrer de quoi il est capable, comme Enoch vient de le dire, puisqu'il a dit « Nous ferons tout pour lever tous les obstacles ». Non, mais quelle est la mission à lui confier? La mission qu'on lui a confiée, c'est de faciliter la tâche pour permettre à ce que les relations entre les deux pays puissent prospérer. C'est d'aider le ministère des Affaires étrangères dans ses actions. Donc, il n'a pas d'autres discours ou d'autres mots à tenir que ce qu'il a dit. Il doit s'investir dans cette tâche, dans cette nouvelle mission à lui confier pour que les relations entre le Bénin et le Niger perdurent, pour que on parle d'une coopération bénino-nigérienne pour permettre aux deux pays de se servir de cette histoire de pétrole, de se servir désormais du céréal vers le Niger, de permettre, il y a beaucoup de choses. Donc, je pense que il a cette mission et il doit l'assurer avec abnégation, avec détermination et dévouement. Chers confrères, nous changeons dès à présent du sujet. Nous allons parler de la récupération des festivals ou des manifestations par le gouvernement béninois ces derniers temps, après le festival international de Porto Novo, devenu festival des masques. À Porto Novo, c'est le tour de Niki qui est en cours selon les informations publiées par le site d'information Le Potentiel. Le gouvernement qui a commencé avec la construction du palais et tout ce qui va avec. Et ça dit que Gani 2024 sera une organisation du gouvernement béninois et non des organisateurs qu'on essaie. Ben écoutez, vous savez, le Bénin n'a pas de pétrole. Je le dis que c'est un mensonge parfois, ce qu'on enseigne à l'école à nos enfants, le pétrole à Sémé, l'or à Pema ou je ne sais quoi, ou le fait à Lumbu. C'est du pur mensonge. Non, c'est du pur mensonge, c'est les traces. Vous voyez, c'est les traces. Comme on le dit, la prostituée ne va quand même pas travailler et être endettée. C'est pas possible. C'est pas, c'est une traduction littérale. C'est pas ça se passe. Non, c'est tellement qu'il a des preuves à avancer. C'est des traces. C'est des traces. Vous ne pouvez pas quand même crier haute fois que vous avez telle chose, une chose qui peut-être sur qui vous, si vous dépensez 2000 par exemple en retour, c'est 500 francs vous allez retrouver. Non, oublions cette affaire-là. Et si je suis sûr et je suis certain que si le Bénin avait quand même l'une de ses ressources, on aurait quand même la tentation de certains chefs d'État qui sont passés avant, donc Patrice Talon, de vouloir s'éterniser au pouvoir. On voit donc les pays, la majorité des pays africains qui ont donc ces ressources, comment l'instabilité y est, tout ça là. Donc le Bénin n'a pas ces choses-là. Qu'est-ce que le Bénin a? Le Bénin a d'abord, moi je dirais donc la paix qu'il vend aux autres. Ensuite, c'est la culture que le Bénin a. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a certaines choses qui ont quand même duré et il faudrait que nous essayions de mettre un peu de l'ordre dans les choses. C'est en cela que moi, je suis d'accord avec le gouvernement de chercher aujourd'hui à avoir donc un œil dans tout ce qui est manifestations officielles, fêtes identitaires ou autres qui dressent énormément de monde. Quand on parle de la fête de Gani, mais c'est énormément de touristes que ça dresse. Vous voyez, l'Arabie Saoudite aujourd'hui a donc comme son pèlerinage donc le deuxième secteur qui lui apporte énormément de devises après le pétrole. Et donc pourquoi ne pas penser aujourd'hui à avoir des grandes manifestations qui vont nous adresser énormément de touristes au point où en faire donc un levier très important pour le développement du Bénin. Donc ce n'est pas uniquement donc les festivals, désormais donc quand même le pèlerinage des célestes aussi dont le gouvernement a désormais un œil à ses mains. Donc le gouvernement a
un œil, et je crois que selon donc les dires en temps du ministre de la Culture, du ministre du Tourisme, de la Culture, des Arts, puisque c'est la bonne terminologie, Jean-Michel Abimbola, c'est que dans les éditions à venir, il y aura forcément donc de plus en plus la présence, l'implication du gouvernement. Moi, je crois que oui, c'est bien. Il faut le faire. Il faut donc répertorier tout ce qui est manifestations officielles qui dressent le monde pour canaliser, professionnaliser, afin que le Bénin puisse s'en sortir gagnant, surtout avec le contexte sécuritaire que le pays traverse aujourd'hui. Alors, autre chose, c'est que c'est sûr que ça va faire forcément des mécontentements. Des mécontentements parce que en temps, il y avait donc certains qui se retrouvent comité d'organisation qui avaient donc pour leur compte et qui forcément n'auront plus pour leur compte. Oui, mais vous voyez, c'est difficile parfois, c'est difficile parfois. Si on organise des choses où le pays n'en tire pas donc son compte pour son compte, ce n'est pas bien. Il faut quand même que le Bénin puisse vraiment devenir un pays développé en fonction de ses ressources, et en fonction de ces ressources, nous croyons que nous avons donc les manifestations officielles qui alimentent le tourisme, la culture aujourd'hui, qui en font partie. Une chose, c'est que le gouvernement ne s'est pas levé du jour au lendemain pour dire voilà, tiens. Et le gouvernement ne fait pas les choses, je dirais donc à la minima, parce que vous voyez ce palais royal en cours de construction qui va s'achever bientôt dans l'édition 2024 de la GANI va se dérouler là. Je dirais c'est le luxe, comme on le dit. C'est un joyau. Non, c'est un joyau parce que il y a une partie pour le palais et une autre partie qui va abriter les activités agricoles sur 15 hectares, je crois bien. Total 20 hectares. Donc, je crois que 5 hectares pour le palais royal et puis 15 hectares pour l'agriculture du palais, tout ça là. Mais c'est joli parce que ça aussi, je crois que ça préserve donc l'histoire parce que quand on parle donc des palais, n'oubliez pas que l'agriculture était quand même au Bénin pour les rois, l'activité, la principale activité. Et donc, je crois que ça n'a pas été, les choses ne se font pas en écartant donc l'histoire. Et moi, je vais plutôt inviter les uns et les autres. C'est difficile, mais pourquoi pas accepter la chose et faire des propositions pour améliorer ce qui est fait. C'est ça. Et donc, aussi, je crois que nos frères et sœurs du Nord doivent se sentir concernés aujourd'hui, fiers, parce que en temps, on pense que voilà, c'est le Sud seul, c'est à Cotonou seul, c'est à Porto Nouveau seul, ainsi de suite, à Ouidah seul que les choses se font. Non. Aujourd'hui, on montre que effectivement, c'est tout le pays qui est concerné aujourd'hui. C'est toutes les communes, c'est pratiquement les grandes villes qui sont concernées aujourd'hui, et c'est en cela que moi je tire vraiment un coup de chapeau à ce gouvernement pour quand même son sens clairvoyant tout simplement. Clévis Soto, toujours avec vous, vous parlez d'une bonne organisation de ces festivals ou de ces manifestations officielles, et vous parlez également de la professionnalisation. Est-ce à dire que de la manière dont les organisateurs organisaient ces festivals ou ces manifestations, il n'y avait pas du professionnalisme dedans, ou il y avait du raté dans l'organisation? Dans toute organisation, il y a forcément du raté. Même ça veut dire que même si le gouvernement organise, il doit toujours avoir le festival des masques à Porto Nouveau, il y a eu du raté. Déjà, même à travers le nom, il y a plusieurs polémiques autour. Certains parlent de festival des masques de Porto Nouveau, d'autres à Porto Nouveau, festival des masques pour d'autres du Bénin, etc. Donc, non, forcément, vous savez, il va y avoir de ratés. Même le pèlerinage, donc à la Mecque, en Arabie Saoudite, il y a toujours de ratés. Et donc, non, toute œuvre humaine n'est pas à 100% parfaite. Et donc, pour moi, je crois que il y a certains aspects, par exemple, que ces organisateurs ne pouvaient pas voir. Il y a certains aspects que ces organisateurs n'avaient pas la force, la puissance qu'il faut pour pouvoir faire. Et il faut forcément donc l'onction de l'État, la protection de l'État, la garantie de l'État pour pouvoir le faire. Et c'est de cela, je crois que c'est pourquoi le gouvernement s'implique aujourd'hui. Si le gouvernement s'implique aujourd'hui, je crois que ceux qui sont donc au départ de ces organisations, de ces fêtes, de ces manifestations officielles, de ces festivals, doivent se sentir quand même fiers, heureux de dire attention, ça n'a pas été facile, nous avons commencé quelque part, les gens n'y croyaient pas, mais aujourd'hui, au point où le gouvernement s'implique dedans, mais ça nous fait une fierté, et c'est tout. Et donc, moi, je crois que même si le gouvernement s'implique, il va y avoir forcément des ratés, mais ces ratés vont être corrigés au fur et à mesure que ces manifestations vont grandir, ces festivals vont grandir. Donc, de ratés, je ne peux pas quand même vous dire que parce que c'est l'État. L'État, c'est qui? Ce n'est pas Patrice Talon, ce n'est pas donc les ministres qui sont là. L'État, c'est que ça soit eux et nous, c'est le peuple en général.
Donc, nous sommes des humains et il va y avoir forcément des ratés. Firmin Assogba, Gani 2024, l'implication du gouvernement ou le gouvernement qui récupère? Oui, la Gani, la fête identitaire des fils et filles du Baroutim, je dirais la terre des Bariba. Les beaux et les bâtonnons. Et c'est d'ailleurs une fête instituée par Sounon Siro. Et pour la petite histoire, Gani signifie tout simplement joie, victoire. C'est d'ailleurs une fête traditionnelle qui est célébrée chaque année par les peuples bâtonnons et beaux du Bénin, du Nigeria et du Togo. Juste un rappel pour les internautes. Juste un rappel. Alors, si le gouvernement de Patrice Talon veut donc arracher l'organisation de cette fête, je pense que on arrivera à un moment donné, à un niveau donné où, comme l'a dit tout à l'heure Crévi Sotoou, le pèlerinage de Semepodji, le pèlerinage de Dassar ou les autres fêtes, et je veux parler de Womerhui et autres, seront donc aussi prises en charge par le gouvernement et organisées désormais par le gouvernement. Ceci pour le bien-être de tous et la bonne organisation de ces différentes fêtes identitaires. Alors que le gouvernement décide d'abord de construire un palais royal, je pense que c'est une très bonne idée. Mais toutefois, la première édition va flotter dans ce sens que quand on veut arracher quelque chose à un enfant, on commence par l'avertir tout doucement. Justement, on essaie de le calmer. De le calmer tout doucement. Parce que certains se font de l'argent à travers l'organisation de ces fêtes. Et quand on parle de la richesse culturelle touristique de la Gani et que le gouvernement aujourd'hui décide de prendre l'édition 2024 en charge, est-ce que Sa Majesté Chabi Naina III, qui est en réalité l'empereur de Niki, et ses conseillers, je dirais, le comité d'organisation de la Gani, vont-ils collaborer avec le gouvernement ou le gouvernement va-t-il collaborer avec le comité d'organisation pour avoir une idée de comment est-ce que on organisait la Gani? Vous savez, parce que ici, il s'agit d'une fête identitaire, et je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il n'y a pas que qu'on organise et que qu'on réussisse à organiser, mais il y a l'esprit identitaire, l'esprit traditionnel, l'esprit spirituel qu'on y trouve. La culture. Il y a la culture que cette fête détient. Donc, il y a une valeur à louer à cette fête. Donc, il n'y a pas que qu'on choisisse à organiser, parce que il y a plusieurs activités qui sont menées lors de la Gani. Il y a par exemple le baptême des princes Ouassangari. Il y a également un moment important au cours duquel les rois et dignitaires renouvellent leur allégeance à l'empereur. Donc, il va falloir que toutes ces activités qui sont déroulées soient prises en compte, qu'il y ait un travail avec le comité. Parce que c'est dans ce sens que je disais tout à l'heure que quand on veut arracher quelque chose à un enfant, il faut savoir l'informer ou l'avertir. Qu'il ne pleure pas beaucoup. Voilà, pour qu'il ne pleure pas beaucoup. Donc, quelque part, ça fera la fierté du peuple Ouassangari, ça fera la fierté des Bâtonnous et des Beaux, parce que ce sera comme ce qui s'est passé à Porto Novo à travers le festival des masques. Donc, tout le peuple béninois et le monde entier pourra suivre la retransmission, parce que si c'est le gouvernement, c'est que d'office, il y a les moyens de communication autour et autres. Donc, quelque part, ça fera aussi la fierté du peuple béninois, parce que pour ceux qui ne savent pas comment est-ce que on parle de Gani, comment est-ce que la Gani se déroule, c'est une découverte à ceux-ci. C'est le moment. Donc, moi, je vais juste demander aux organisateurs, aux responsables à divers niveaux de collaborer avec le gouvernement pour qu'on réussisse cet événement, la toute première édition qui prend une autre couleur par le gouvernement. C'est vrai, c'est beau. Il y a l'image, on a la beauté, mais au fond qu'est-ce que cela va nous apporter? Même si vous pensez que cette collaboration sera difficile entre les organisateurs est-ce que la collaboration sera difficile? Puisque vous posiez la question de savoir si le gouvernement va collaborer avec justement, parce que il y a le côté culturel
que je disais, le côté spirituel que je disais. Parce que la Gani, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des moments des activités qui se déroulent, des baptêmes et autres, la course des chevaux, tout ça là. Vous ne pensez pas que le gouvernement est bien aguerri pour ce côté dont vous parlez, spirituel ou non, culturel? je ne refuse pas. Chaque localité avec ses traditions. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'on travaille avec le comité qui a l'habitude de l'organiser, d'associer. Je ne dis pas de confier les tâches, les responsabilités. On associe pour essayer de comprendre comment est-ce que ça se passe. Tel jour, quand on prend le premier jour de la Gani ou l'avant-Gani, qu'est-ce qu'il doit avoir? Vous comprenez? Donc, quand on va associer ceux-ci, je pense que la fête sera belle. Et non, si vous le permettez rapidement, toutes mes excuses. Non, il faut dire certaines choses. Je crois que le gouvernement ne va pas quand même vouloir organiser les shows désormais à Niki et laisser de côté les organisateurs. Il y aura, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura forcément certains qui vont perdre leur place. Ça c'est clair, c'est tout. Donc on va beaucoup plus mettre de la science dedans. C'est-à-dire les scientifiques vont être beaucoup plus impliqués dans cette affaire-là, comme on l'a fait à Porto Nouveau. À Porto Nouveau, mais on n'a pas mis de côté tout le comité d'organisation. Il y a le maire, il y a des gens qui se sont impliqués, seulement que la force qu'ils détenaient, la force qu'ils détenaient, cela n'existe plus. Quand vous dites que ça va faire de mes collègues, depuis quand la Gani existe? Qu'est-ce que ces organisateurs, ces membres du comité d'organisateurs qui se faisaient de l'argent, qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour la commune de Niki ou pour les Batonubo, pour le palais royal, etc. C'est des interrogations en fait. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont rien fait. Vous demandez donc depuis que cette célébration se fait, qu'est-ce qui a été fait concrètement? On peut s'asseoir, faire le bilan. Ça suit, on documente, on laisse ça là. L'arrivée du gouvernement maintenant, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a apporté de plus? Est-ce que ce qu'on faisait avant est mieux que ce que le gouvernement nous propose aujourd'hui? Donc après, on fera le bilan et on verra s'il faut retourner à la case de départ ou s'il faut continuer toujours à améliorer. C'est ce qui devrait être fait, mais c'est possible si... N'est-ce pas la porte du non-retour? Non, c'est possible si, comme on appelle, on sait que un président peut venir et donc changer les choses en son nom. Si un président vient et trouve que, mais écoutez, c'est budgétivore, ça ne l'arrange pas, tout ça là, à tout moment on peut changer. On change des choses, on construit. Tant pis pour vous, si vous voulez vraiment développer, vous développer, ce n'est pas la bonne manière, ce n'est pas la bonne manière de faire. Si vous voulez vraiment se développer en Afrique, ce n'est pas la bonne manière de le faire. Je ne suis pas du tout d'accord. Ce qui se fait, la bonne manière, c'est d'améliorer au fur et à mesure ce qui se fait. Et donc, moi, je crois que c'est ce que le gouvernement veut faire aujourd'hui à travers donc ces festivals-là. Le palais est construit, c'est beau, c'est cool. C'est les Batonou et les Beaux qui doivent se sentir fiers aujourd'hui. C'est le peuple béninois tout entier qui va se sentir fier aujourd'hui, puisque je dis un peuple sans culture, mais c'est un peuple qui n'existe pas, qui n'a même pas de cervelle. Mais ce que vous ne savez pas, je l'ai dit tout à l'heure, que à cette occasion, toutes les têtes couronnées, je dis bien, on ne veut pas les mettre de côté. Je dis bien toutes les têtes couronnées doivent être associées. Non seulement doivent être associées, mais les têtes couronnées de l'empire de Niki vont auprès de l'empereur pour faire allégeance. Mais à son Altesse. Au niveau du festival des masques, du festival à Porto Nouveau, des masques à Porto Nouveau, il y a pas, le contenu n'a pas changé. Le contenu n'a pas changé au fait firmé à Sogba. Je ne refuse pas, mais c'est un rituel qui doit suivre et dire. C'est vrai. On veut essayer de mettre la beauté, même personne n'a rejeté la beauté. Mais quand on parle de culture, vous êtes dans une radio culturelle et vous savez plus sur la culture que moi. Donc, moi je dis qu'on prenne en compte les activités, les rituels qui doivent se faire. Parce que au cours de cette Gani, de cette fête identitaire, il y a une prière qui est dite et en l'honneur des rois, en l'honneur du peuple Batonou, en l'honneur du Bénin en général. Donc, par conséquent, il va falloir aujourd'hui qu'on permette à tous les fils, à tous les empereurs, à tous les rois de Niki et autres de témoigner leur appartenance à l'Empire. C'est ce que je dis. Et que cette célébration soit encore plus belle. Le contenu ne va pas changer. Oui, Elvis, vous permettez à Enoch pour départager mes deux confrères, je dirais peut-être que le gouvernement ne récupère pas la Gani. Oui, c'est ça, tout simplement. Le gouvernement apporte son expertise. C'est tout. Et c'est pour le bonheur de tous ceux-là qui organisent la Gani. Et si vous ne le savez pas, même pour organiser la Gani par le passé, ces autorités, ces organisations viennent vers le gouvernement pour demander des ça, c'est normal. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, quand on prend
Est-ce que les gens, Mon cher Fimen, permettez-moi d'aller. Non, comprends même, oui, mais oui. Les gens, les responsables vont également demander de l'aide. Mais pourquoi aujourd'hui refuser que, bon, non, que vous n'avez le pas gouvernement apporte son expertise? Vous n'avez pas compris. Acceptons que le gouvernement apporte son expertise. Peut-être demain, ça va pas marcher. On va retourner derrière. Mais aujourd'hui, permettons, on a vu, c'est vrai qu'à Porto Novo, il y a eu des ratés, mais c'est pas pour ça, c'est pas pour autant qu'on va dire que il faut arrêter. On a vu des concerts retransmis en direct à la télé. Aujourd'hui, nous aurons la chance de suivre la Gani à la télé. C'était pas comme ça. Je n'ai jamais dit le contraire ici. J'ai même apprécié le côté communicationnel. J'ai dit que si le gouvernement prend en compte, cela voudrait dire que même celui qui n'a jamais entendu parler de la Gani, ou qui n'a jamais vu comment est-ce que la Gani se déroule, se célèbre, ce sera l'occasion pour lui de suivre, de voir cela à la télé ou sur les réseaux sociaux. De toutes les façons, je pense que au Nord, la seule radio qui couvrait les activités de la Gani. Moi, côté spirituel que vous avez. Ce que je dis, c'est pas seulement que côté spirituel. Je dis que les activités qui se menaient puissent se mener véritablement. C'est-à-dire qu'on mette les moyens et qu'il y a un travail qui travaille avec ce travail. Donc, tout simplement, je ne suis pas contre les actions du gouvernement. Je suis pas contre. Mixte et certainement ils vont se comprendre. Et si ça ne marchait pas, et nous ne pouvons pas prévoir que ça ne marche pas. Nous allons au contraire observer et voir dans quelle mesure si ça ne marche. Et nous n'allons pas dire que ça va pas marcher, ça va marcher. S'il y a des ratés, le gouvernement va les corriger pour les fois à venir. Donc, je pense que c'est une bonne chose que le gouvernement puisse apporter son expertise pour le bonheur de notre culture béninoise, c'est tout. Chers confrères, nous sommes à la fin de ce numéro de